Enorme prazer que a gente abre aqui mais um evento organizado pela equipe, né, da CIPA Latinoamérica, na condição de membro diretivo, juntamente com minhas colegas Karina Hockenbrandt, Daniel Camparo e Renata Viola, com a participação do presidente atual da CIPA, Bernardo Gols. A CIPA, Coordenação Internacional entre Psicoterapeutas e Psicanalistas e membros associados que trabalham com o autismo, foi fundada em 2004 pela psicanalista francesa Geneviève Hague e Marie-Dominique Ami, com o intuito de construir um espaço de reflexão e discussão de pesquisa e clínica no campo do autismo. A CIPA tem como princípio compreender o autismo e os diversos transtornos do espectro autístico a partir da perspectiva psicanalítica em suas diferentes escolas, apoiando-se em um viés pluridimensional, no qual se impõe a importância de pensar o tratamento e a pesquisa por uma ótica interdisciplinar. Tem-se também como pensamento difundir a prática clínica, preservando os princípios éticos e a individualidade dos pacientes e seus familiares, baseando-se igualmente na importância de dialogar com novos campos de saberes como a neurociências, a psicologia do desenvolvimento e o campo da pesquisa genética. Sendo assim, buscamos a cientificidade para o avanço da compreensão do autismo, que, como sabemos, ainda nos resta como um funcionamento psíquico ainda obscuro e enigmático. Agradeço a presença de todos aqui presentes e conto com vocês para integrar esse novo projeto da CIPA Latinoamérica, como uma forma de dar contornos às práticas do trabalho com autismo pela perspectiva da psicanálise. Sabemos que perdemos cada vez menos força por uma imposição única de políticas de tratamento, articulados por um discurso dogmático e hegemônico, onde as evidências científicas muitas vezes prevalecem sobre os cuidados éticos da individualidade de cada sujeito, negligenciando sua conjuntura social e cultural. Este fato é o que presenciamos atualmente na nossa prática clínica, quando constatamos o aumento desproporcional do diagnóstico do autismo, sobretudo no mundo pós-pandêmico, onde as crianças estão sendo precocemente diagnosticadas na busca de tamponar qualquer manifestação sintomática, que infelizmente não são lidas também como um pedido de apelo sobre suas dificuldades e seu processo de adaptação ao mundo. Pensando na importância de abordar essas discussões, propomos esse seminário de hoje e apresento, o Bernardo Gols, que é o presidente da CIPA, e ele é psiquiatra infantil, psicanalista da Associação Psicanalítica Francesa, foi diretor do Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital Necker, Enfants Malades, e atualmente é presidente da Associação Pickler-Locke France, presidente da CIPA, diretor da Universidade do Bebê e do Instituto Contemporâneo da Infância. Eu passo agora a palavra para minha colega Karina, que vai fazer uma pequena abertura também, antes de passar finalmente a palavra para o Bernardo Gols. Está no mudo, Karina? Está muteada? Tira o microfone. Sí, Ahora sí. ahora sí. Está. Bueno, muchas gracias Camila, bienvenido Bernard, bienvenidos quienes nos acompañan hoy, ¿cómo están ustedes? Bueno, queríamos decirles que acogemos con sumo gusto en nuestra casa virtual de la CIPA Latinoamérica al profesor Bernard Gols, presidente de la CIPA. Bernard Gols es defensor desde hace años personalmente y desde la CIPA de la policausalidad del autismo y la imprescindible multidimensionalidad que deben aportar los abordajes y diagnósticos. Abogan su praxis por una clínica transdisciplinaria. Como señala, entre otros tantos importantes aportes, Gols en su libro Mi combate por los niños autistas, sigue existiendo actualmente dificultad para consensuar sobre qué es y qué no es el autismo, los autismos. Y es justamente ese qué es y qué no es el autismo lo que va a ser recortado, jerarquizado o dejado de lado en una instancia diagnóstica, que a su vez
tendrá efectos primordiales en la instrumentación de los abordajes y el devenir de cada familia y cada niño. Instancias diagnósticas que desde un posicionamiento psicoanalítico delinean, esbozan algo del orden singular del encuentro con ese niño y esa familia. Queremos entonces, desde la CIPAL Latinoamérica, compartir con ustedes las importantes contribuciones que tiene para hacer el psicoanálisis y la psicopatología psicodinámica, justamente al despliegue de la subjetividad y al ser y estar con otros de los niños con funcionamientos autistas. Contribuciones que, como sabemos, siempre van enlazadas de los aportes fundamentales de otras disciplinas. Observamos actualmente cómo muchas instancias diagnósticas y terapéuticas buscan legitimar procedimientos y resultados en nombre de supuestas contundencias científicas, contraponiéndolos a otros enfoques en una intolerancia abrumadora, no dialogante, situaciones en las cuales se han descalificado frecuentemente los aportes psicoanalíticos. Intolerancias no ajenas, lamentablemente, a los tiempos y espacios que nos toca transitar hoy en día, donde se intenta cada vez más devaluar la democracia y arrasar al otro. Desde CIPAL Latinoamérica queremos contribuir, contamos con ustedes para poder lograrlo, a problematizar sin dilematizar, a construir cercanías, lazos y entendimientos ante el aislamiento y sufrimiento de las personas con funcionamientos autistas y sus familias. Queremos construir un clima de implicancia y compromiso desde cada realidad local, cobijados por el manto histórico y cultural latinoamericano que nos une. Agradecemos especialmente el esfuerzo en diferentes momentos de todos los integrantes de CIPAL Latinoamérica desde su creación en el 2020, en plena pandemia, hasta hoy, por sostener una institución totalmente virtual en una realidad continental amplia y visible. Agradecemos también el apoyo para que ello fuera posible de la CIPAL Internacional, en especial a Bernard Gols y Armel Barral. La CIPAL Latinoamérica ha comenzado a desarrollarse gracias a las importantes contribuciones de las colegas que conformaron las anteriores directivas: Mónica Santolaya, Nora Bosco-Boinic, Claudia Mascareñas, María Cecilia Pereira da Silva, Daniela Vanderlei y María Ángelas Méndez de Almeida. También queremos hacer un reconocimiento muy especial a Marie-Christine Lasnik por ser parte de la CIPAL Latinoamérica y contribuir constantemente a difundirla y acompañarla. Por último, les agradecemos especialmente a ustedes por ser parte en esta actividad y por contribuir a conformar una mirada más amplia y profunda del autismo. Gracias. Paso la palabra a Bernard. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que Sylvie et Laura m'entendent bien? Est-ce que les traductrices Sylvie et Laura m'entendent bien? Parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est vraiment un très grand plaisir de partager avec vous ce temps de réflexion aujourd'hui, pendant 2 heures environ. C'est un moment de plaisir, c'est un honneur d'avoir été invité par la CIPAL latino-américaine et je remercie donc la direction actuelle de la CIPAL latino-américaine, donc Camilla, Karina et Daniel, et je crois que j'oublie quelqu'un là, mais bon, ça me reviendra. Renata Viola. Renata. Renata Viola. Absolument. Voilà, alors merci de votre confiance. Je vais essayer de parler suffisamment lentement pour les traductrices, mais que Sylvie et les autres traductrices n'hésitent pas à me dire si je vais trop vite. Voilà, alors aujourd'hui, donc la question qu'on va aborder, c'est le diagnostic de l'autisme. L'autisme qui reste malgré tout, encore actuellement, une grande énigme humaine.
hein. Beaucoup d'avancées ont été faites, mais il reste aussi beaucoup de mystères. Et l'autisme est une énigme qui semble d'ailleurs spécifiquement humaine, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de modèle animal de l'autisme qui ait été découvert. Et puis, dans cette introduction, je voudrais vraiment dire que il ne faut pas oublier que les enfants véritablement autistes, les autismes typiques, les autismes graves, sont des enfants qui souffrent. Il y a une souffrance autistique, une douleur autistique qui est importante. Et actuellement, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord aussi, vous savez sans doute qu'il y a des attaques très fortes contre le soin psychique, contre la psychanalyse dans l'autisme, contre la psychanalyse en général, contre le soin psychique, et derrière tout ça, des attaques contre les sciences humaines, comme je le dis souvent, ce qui est véritablement dramatique, parce que les attaques contre les sciences humaines sont des attaques contre la liberté de penser, tout simplement. Voilà, alors nous devons tous ensemble veiller à ce que le soin psychique garde toute sa place et toute son ampleur. Il ne peut pas être rabattu simplement sur des techniques rééducatives ou comportementales. Le soin psychique est global, il est éducatif, il est pédagogique, il est rééducatif et il est aussi psychothérapeutique et psychanalytique. C'est vraiment la mission que Geneviève Hague avait confié à la CIPA de veiller à ce que cette réflexion sur l'autisme et sur les mesures d'aide aux enfants autistes puisse être vraiment multidimensionnelle, très articulée entre le point de vue psychanalytique et le point de vue des neurosciences. Camilla vient d'en parler. Pour défendre le soin psychique, c'est pourquoi j'ai, depuis 2 ans, fondé à Paris l'Institut contemporain de l'enfance, qui se réfère à la psychanalyse, à la psychopathologie, à la pédagogie, aux arts et à la culture. Donc un très grand merci et un très grand bravo à la CIPA latino-américaine de travailler aussi dans ce sens-là. Nous ne serons jamais trop nombreux, je crois, pour plaider ensemble, pour soutenir ensemble une éthique du sujet, une éthique du soin. C'est vraiment quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Et mon dernier mot d'introduction sera pour dire que le prochain congrès de la CIPA internationale aura lieu, donc ce sera le 6e, aura lieu à Paris les 25, 26 et 27 janvier prochains. C'est très bientôt. Et de nombreux collègues latino-américains font partie d'ores et déjà, bien sûr, du programme. Voilà. Alors, comme on a malgré tout un petit peu de temps, avant d'aborder véritablement la question du diagnostic, je voudrais faire quelques remarques préliminaires qui me semblent importantes. Et d'abord rappeler que quand on parle des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent en général, on peut se référer à différents modèles. Et différents modèles, et la pédopsychiatrie a un problème avec ça aujourd'hui dans tous les pays du monde. On pourrait vouloir se référer à un modèle purement médical, somatique en quelque sorte, un modèle monofactoriel qui cherche une cause à un trouble, qui est un modèle qui est fait pour fonctionner rapidement, qui est un modèle déductif à partir des connaissances que le médecin a dans sa tête et qui se réfère à une temporalité linéaire du passé, l'anamnèse, au présent, le tableau clinique, au futur, le pronostic et le traitement. À l'opposé de ce modèle somatique, chaque modèle a sa validité et son utilité dans certains champs, bien sûr, mais ce sont des modèles différents. À l'opposé de ce modèle somatique, pédiatrique, des troubles mentaux, il y a le modèle psychopathologique ou psychanalytique qui s'oppose point par point, puisque là, il s'agit d'un modèle polyfactoriel qui cherche toujours une convergence de plusieurs causes pour expliquer un tableau clinique. Cet aspect polyfactoriel s'enracine d'ailleurs dans le concept freudien de séries complémentaires que Freud avait proposé au début du XXe siècle. Donc le modèle psychopathologique est par essence polyfactoriel
il n'est pas déductif, il est plutôt ce qu'on appelle inférentiel. Le contraire de la déduction, c'est l'inférence en logique, c'est-à-dire qu'il fonctionne par association de pensée. Il fonctionne forcément de manière un peu plus lente et surtout, il se réfère à une temporalité non pas linéaire, mais à une temporalité circulaire en référence à la dynamique de l'après-coup. Voilà, et entre ces deux modèles, qui sont assez opposés, eh bien, le modèle pédopsychiatrique se cherche depuis longtemps. Et selon les moments, selon les pays, le modèle pédopsychiatrique est un petit peu positionné différemment. Dans les pays anglo-saxons, le modèle pédopsychiatrique actuel se veut très proche du modèle médical ou somatique. En Europe du Sud, en Amérique latine aussi, le modèle est plus proche du modèle, le modèle pédopsychiatrique est plus proche du modèle psychopathologique ou psychanalytique. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a des liens de pensée très forts entre la France, l'Europe du Sud et des pays comme les vôtres en Amérique latine qui se situent comme nous en lien avec la pensée psychopathologique et psychanalytique. Voilà, alors ça me paraît quelque chose qui devait être rappelé parce que dans cet esprit, je me réfère en permanence et de manière extrêmement volontaire à un modèle polyfactoriel. Je ne crois pas qu'on puisse penser l'autisme autrement que dans un modèle polyfactoriel. Et aujourd'hui, ce modèle polyfactoriel est l'héritier du concept que j'ai évoqué tout à l'heure, le concept de série complémentaire de Freud. C'est l'héritier de ce concept. Il s'est beaucoup complexifié depuis et nous avons aujourd'hui des connaissances nouvelles sur ce qu'on appelle les facteurs primaires de ce modèle polyfactoriel, les facteurs secondaires et parfois, ce qui est passionnant, des facteurs mixtes. Évidemment, je vais aller assez vite là-dessus pour garder du temps pour la clinique, mais quand même, j'avais envie de dire quelques mots. Les facteurs primaires ne sont que des facteurs de vulnérabilité. Ils ne suffisent pas à enclencher une pathologie autistique. Ce sont des facteurs de prédisposition, des facteurs de fragilité, des facteurs de vulnérabilité. Tous les facteurs génétiques qui ont été découverts depuis quelques décennies dans le domaine de l'autisme sont très importants, personne ne les conteste. Même si on est fondamentalement psychanalyste, il n'y a aucune raison de contester ces facteurs génétiques, mais ce ne sont que des facteurs génétiques de prédisposition, de fragilité. Si l'enfant est porteur de ces particularités génétiques, il ne deviendra pas forcément autiste. Je prends juste un exemple. Vous savez qu'il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du chromosome X fragile. Eh bien, dans la population des enfants autistes typiques, il y a plus d'enfants porteurs de ce syndrome que dans la population générale, mais tous les enfants qui sont porteurs de ce syndrome de l'X fragile ne deviennent pas autistes. Et on pourrait faire le même genre de remarque pour toute une série de facteurs primaires qu'on appelle simplement des facteurs qui prédisposent, qui fragilisent, qui augmentent le risque, mais qui ne suffisent pas à eux seuls pour déclencher une pathologie autistique. Pour que la pathologie autistique se déclenche, il faut qu'il y ait des facteurs secondaires qui soient en jeu et qui viennent à ce moment-là déclencher la pathologie autistique chez les enfants à risque, en tout cas, en particulier. Aujourd'hui, parmi les facteurs secondaires, on commence à imaginer des facteurs environnementaux, des facteurs écologiques, des facteurs biologiques, environnementaux, mais bien sûr, dans les facteurs secondaires de déclenchement de la pathologie, il y a aussi des facteurs relationnels, sociaux, familiaux, personnels, peut-être même culturels. Voilà, c'est la rencontre entre les facteurs internes et les facteurs externes qui fondent le modèle polyfactoriel et qui est en jeu, cette rencontre entre le dedans et le dehors, qui est en jeu dans l'organisation de la pathologie. Et à l'image de Freud lui-même, il faut vraiment tenir bon les deux branches du modèle.
toute situation pathologique ou toute situation autistique nécessite pour chaque enfant d'être analysé quels sont les facteurs internes qui l'ont fragilisé, quels sont les facteurs externes qui ont déclenché la pathologie. Et ce qui est passionnant, je le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui, selon les cas, selon les histoires, sont des facteurs mixtes. Je pense en particulier aux carences, dont je dirais un petit mot tout à l'heure. Les carences, dans certaines histoires, sont des facteurs primaires de fragilisation qui ne suffisent pas à déclencher un autisme, mais dans d'autres cas, sont des facteurs secondaires qui viennent déclencher une pathologie autistique chez des enfants porteurs de risques. Je donne un exemple, là, que sans doute vous connaissez, qui est l'exemple des orphelinats en Roumanie. À la fin de la dictature de Ceausescu, certains orphelinats ont été ouverts. Tous les enfants étaient très profondément carencés, mais les enfants autistes, il n'y avait seulement, si j'ose dire, que 30% d'enfants autistes, ce qui est évidemment beaucoup plus que dans la population générale. Mais quand on analyse ce chiffre de 30% d'autisme et 100% de carence, on voit bien que la carence n'avait pas entraîné l'autisme chez tous les enfants. Elle n'avait déclenché une pathologie autistique probablement que chez ceux qui étaient porteurs de fragilité primaire, de facteurs primaires et notamment de facteurs génétiques. Voilà, je crois que l'intérêt de ce modèle polyfactoriel, qui apporte une certaine complexité au raisonnement, mais bon, les choses sont complexes, donc on ne peut pas vouloir les simplifier à l'extrême. Le grand intérêt de ce modèle polyfactoriel, c'est de déboucher, d'entraîner, par définition, par essence, des prises en charge multidimensionnelles qui vont essayer de prendre en compte à la fois les facteurs internes et les facteurs externes, et c'est à l'image même de la psychopathologie. Quelle que soit la psychopathologie à laquelle on se réfère, il s'agit toujours d'essayer de relier, d'intriquer, de nouer, d'entrelacer ensemble des facteurs internes et des facteurs externes. Alors, un dernier mot sur cette question, c'est le concept de trouble neurodéveloppemental. Qui a beaucoup de succès, qui se développe dans tous les pays du monde maintenant, dans les classifications internationales sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Ce concept neurodéveloppemental est très trompeur et à mon avis très dangereux. Très trompeur et très dangereux. Je ne me bats pas sur les mots, et ce n'est pas simplement en chassant les mots qu'on chasse les idées. Hein. Ça, c'est une pensée totalitaire, hein, que la guerre des mots n'a pas de sens en elle-même. Mais il faut bien comprendre que le mot de trouble neurodéveloppemental en lui-même n'est pas tout à fait choquant. Même dans une pathologie de type autistique, qu'il puisse y avoir quelques composantes neurologiques ne me choque absolument pas. Que l'autisme affecte le développement ne me choque absolument pas, c'est même une évidence. Donc le mot de neurodéveloppement paraît comme ça très simple, et en ce moment, vous savez qu'il y a une grande mode pour mettre neuro un peu partout. Neuropsychanalyse, neuroéconomie, neuropolitique, neuro ceci, neuro cela. Mais la question, c'est l'usage qu'on fait des mots. Ce n'est pas les mots en eux-mêmes qui posent problème, c'est l'usage qu'on fait des mots. Et ce que j'aperçois, je parle peut-être plus pour l'Europe que pour l'Amérique du Sud, que je connais moins, hein, mais là, à Paris, il y a quelques semaines, nous venons d'avoir le congrès annuel de l'association, le congrès général de l'Association européenne de psychopathologie psychanalytique de l'enfant et de l'adolescent. Eh bien, dans ce congrès, on a bien vu que dans tous les pays d'Europe, le mot de trouble neurodéveloppemental finit actuellement par être utilisé comme synonyme de endogène. Alors, neurodéveloppemental n'est pas synonyme d'endogène. Qu'il y ait des composantes neurologiques, qu'il y ait des composantes biologiques, qu'il y ait des composantes génétiques éventuelles dans l'autisme, d'accord, mais elles ne suffisent pas à elles seules à expliquer l'autisme. Et je viens de parler du modèle polyfactoriel. Elles doivent être intégrées dans un modèle qui prend en compte à la fois les facteurs du dedans et les facteurs du dehors. Voilà. Alors, aujourd'hui, de plus, en outre,
En plus, les troubles neurodéveloppementaux rassemblent toute une série de troubles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, l'autisme, l'hyperactivité, les dyspraxies, etc., etc. C'est un grand sac qui, sur le plan épistémologique, est très confus, très vague, très flou, et qui laisse croire que la composante interne, la composante neurologique, est plus importante que les autres. Je m'inscris en faux, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, et j'essaie d'utiliser le moins possible le terme de trouble neurodéveloppemental, qui est tout de même assez vague de mon esprit, de mon point de vue. Voilà, alors maintenant je passe à un autre sujet qui est très important aussi. Je suis content parce que je regarde ma montre et je vois qu'on a du temps pour parler tranquillement d'un certain nombre de choses. C'est très bien. Voilà, je voudrais revenir sur le concept de psychose. Le concept de psychose infantile, vous le savez, a disparu de toutes les classifications internationales dont on va parler ensuite, et c'est presque devenu interdit d'employer le terme de psychose infantile. Les adversaires de la psychanalyse disent que quand on emploie le terme de psychose infantile, c'est qu'on est complètement ignorant et démodé et qu'on n'a pas pris acte des connaissances nouvelles qui se sont développées. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et le concept de psychose nous est encore très utile. Dans le cadre de l'Institut contemporain de l'enfance dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'année prochaine, nous allons démarrer un séminaire sur l'histoire et l'avenir du concept de psychose infantile qui nous manque beaucoup aujourd'hui, parce que les enfants autistes et les enfants psychotiques ne sont pas les mêmes. Les enfants autistes et les enfants psychotiques ont tous besoin de soins, bien entendu, mais pas forcément des mêmes dispositifs thérapeutiques. Et ce serait très dommage de se priver de la catégorie psychose infantile qui est tout à fait intéressante. Et je vais essayer de vous dire comment je vois les choses. Je fais un tout petit rappel historique, parce que c'est important l'histoire. Hein, c'est important l'histoire. Et l'histoire nous parle du passé, mais l'histoire nous parle de l'avenir aussi. Hein. Il y a une très belle phrase du philosophe Hegel que je cite souvent, qui est la suivante. L'ancrage, les racines de l'histoire ne sont pas seulement le passé, mais aussi l'espoir. C'est une jolie phrase. Hein. Les racines de l'histoire ne sont pas seulement le passé, mais aussi l'histoire. Et donc, il faut connaître le passé pour pouvoir organiser un petit peu l'avenir. Et le concept de psychose infantile nous manque pour l'avenir si nous le délaissons trop. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière et je voudrais vous rappeler qu'au XIXe siècle, la phénoménologie allemande du XIXe siècle avait distingué de manière très intelligente les processus et les développements. On a un peu oublié le terme de développement, on n'a pas oublié le terme de processus, et souvent on parle de processus psychotique sans se souvenir que ça vient de cette phénoménologie allemande du XIXe siècle. À cette époque-là, c'était quoi la différence? La différence, c'était que les développements correspondaient seulement à une exagération quantitative de certains fonctionnements normaux. Par exemple, une névrose obsessionnelle, c'était l'exagération quantitative, dans cette perspective, de petites manies de petits rituels que tout le monde peut avoir. Une névrose phobique, c'était l'exagération quantitative de petites peurs que tout le monde peut avoir. La névrose d'angoisse, c'était une exagération quantitative de petites anxiétés que tout le monde peut avoir. Dans le cadre des développements, vous le voyez, il y avait une continuité entre le fonctionnement normal et le fonctionnement pathologique, mais simplement une exagération quantitative de certains traits. Alors que dans l'idée de processus, il y avait une rupture qualitative. Et les phénoménologues du XIXe siècle considéraient que les sujets psychotiques étaient des patients, des personnes qui fonctionnaient avec des mécanismes psychiques qualitativement différents de ceux des personnes habituelles, saines d'esprit. En quelque sorte, de ce point de vue-là, les psychotiques étaient un petit peu des extraterrestres
avaient des fonctionnements psychiques différents des fonctionnements habituels. Et toute l'histoire de la pédopsychiatrie et la découverte de l'autisme a fondamentalement changé les choses, et de manière très heureuse. Très heureuse. Puisque, par exemple, chez les enfants autistes, Donald Melzer a décrit le démantèlement, le clivage des flux sensoriels, qui aboutit souvent à un clivage des flux relationnels. Bon, en tout cas, Melzer, chez les enfants autistes, a décrit le démantèlement, parce que chez les enfants autistes, le démantèlement est très puissant, très fort, très intense. Mais une fois qu'il a été découvert chez les enfants autistes, on s'est aperçu que le démantèlement existait aussi chez les bébés et chez les bébés qui vont bien. Simplement, on ne l'avait pas vu jusque-là, parce que chez les bébés qui vont bien, le démantèlement, il est très fugitif, il est moins intense, il est simplement au début de la vie. Et de cette manière-là, on s'aperçoit que certains mécanismes psychiques propres à la psychose existent aussi dans la vie normale de tout sujet, mais avec des intensités moindres et à des moments différents de la vie. Ce qui permet de réintégrer, bien sûr, les psychotiques et les autistes dans l'ordre de l'humain, ce qui est quand même la moindre des choses qu'on leur doit. Voilà, alors ça me paraît déjà important. Et quand on parle de psychose, il faut penser à processus psychotique, anomalie qualitative, mais utilisation anarchique ou trop intense ou anachronique de certains mécanismes qui existent aussi chez les sujets qui vont bien. Alors pour moi aujourd'hui, eh bien, ça ne me choquerait absolument pas de parler de psychose autistique et de psychose non autistique. Et je vais m'en expliquer 2 minutes. Parce que qui dit psychose, d'un point de vue phénoménologique d'ailleurs, parle quand même d'une altération du contact avec la réalité. Et si on se penche sur la question des enfants autistes graves, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'ils ont une certaine altération du concept du contact avec la réalité. Voilà, donc quand Kanner a découvert l'autisme infantile, dans la classification DSM qui a suivi, la DSM-2, eh bien, l'autisme a été rangé dans la catégorie des psychoses sans que personne n'y trouve rien à redire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais en fait, parler de psychose autistique et non autistique me semble très pertinent. Et quelle différence je fais? Dans les psychoses autistiques, celles dont on parle aujourd'hui, eh bien, il y a un grave échec de l'accès à l'intersubjectivité. Ça, c'est fondamental. L'enfant autiste a du mal à repérer l'autre comme un autre que lui, comme un autre dont la représentation soit claire et stabilisée. Tous les fonctionnements autistiques sont centrés sur cette question d'un échec de l'accès à l'intersubjectivité. Et ici associe un fonctionnement, comme disait Melzer, dans l'ordre de la bidimensionnalité psychique. Pour les enfants autistes, dans le cadre des psychoses autistiques, il y a une prévalence de la bidimensionnalité psychique, c'est-à-dire de l'investissement de la surface de l'objet plus que de sa profondeur. Et enfin, c'est presque lié d'ailleurs, il y a une prévalence des mécanismes d'identification adhésive, au sens de l'école post-kleinienne. Les identifications adhésives existent aussi chez vous, chez moi, chez les enfants, chez tout le monde. Mais chez les enfants autistes, l'identification adhésive est un mécanisme prévalent parce qu'il y a un échec de l'intersubjectivité et parce qu'il y a une prévalence aussi de la bidimensionnalité psychique. Alors que quand on dit psychose, on parle de patients qui ont quand même à peu près réussi leur accès à l'intersubjectivité, qui savent bien que l'autre existe, même s'ils ont des difficultés à établir des liens avec lui, mais ils ont senti, ils ont perçu que l'autre est un autre, qu'il y a quelque chose d'autre qu'eux-mêmes dans la réalité. Ils ont aussi commencé à fonctionner en tridimensionnalité psychique, toujours en référence à Melzer, c'est-à-dire qu'ils commencent à sentir qu'ils ont un dedans, qu'ils ont un monde interne et que l'objet qu'ils ont découvert au dehors de lui a aussi son propre espace interne. L'objet et le sujet commencent à être perçus en tridimensionnalité psychique et de ce fait, le mécanisme psychique prévalent n'est plus l'identification adhésive, mais l'identification projective, parce que pour projeter, il faut pouvoir projeter dans quelque chose,
dans un objet qui est en 3 dimensions. Donc vous voyez, psychose autistique et psychose non autistique n'ont qu'un seul point commun, c'est l'altération du contact avec la réalité. Mais ensuite, les choses sont très différentes. Pas d'intersubjectivité, bidimensionnalité et identification adhésive du côté des psychoses autistiques. Accès à l'intersubjectivité, tridimensionnalité psychique et prévalence des identifications projectives pour les psychoses autistiques. Et ceci est très utile, non seulement pour distinguer les enfants et pour leur proposer des prises en charge adaptées, mais aussi pour regarder, étudier comment un enfant sort de l'autisme. Est-ce qu'un enfant qui sort de l'autisme devient psychotique? Très rarement. Très rarement. Ça existe, mais très rarement. Là, un enfant qui sort de l'autisme, Geneviève Hague y insistait beaucoup, devient rarement schizophrène. Il y a quelques cas, bien sûr, dans la littérature, mais c'est relativement rare. Geneviève Hague insistait beaucoup sur les aspects maniaques qui pouvaient se mettre en place, bien sûr, à la sortie de l'autisme, sans forcément que ce soit une psychose maniaco-dépressive au sens classique du terme. Et personnellement, je ne sais pas si c'est votre impression, on verra ça dans la discussion, les enfants qui sortent de l'autisme, quand ils émergent vraiment de la bulle autistique, ils ont un fonctionnement qui se rapproche plus du normal, d'un normal disharmonique, bien sûr, mais très hypersensible, hyperesthétique, hyperesthésique, mais ils se rapprochent quelque part plus du fonctionnement normal que du fonctionnement schizophrène au sens strict. Mais on en parlera peut-être ensemble tout à l'heure. Et j'ajoute à ça qu'on a tout un travail clinique à faire pour distinguer les douleurs autistiques des douleurs psychotiques. Elles existent bien sûr dans les deux registres, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous savez que la question de la douleur psychique a posé beaucoup de questions à Freud. Hein. Dans son livre en 1926, il y a presque 100 ans, son livre Inhibition, symptômes et angoisse, on voit bien qu'il a eu du mal avec la question de la douleur. Il parle de l'inhibition, il parle des symptômes, il parle de l'angoisse, mais il a eu du mal avec la douleur et il ne parle de la douleur psychique que tout à la fin du livre, dans un chapitre qui s'appelle l'addendum C. Un petit ajout, un addendum C à part. Parce que manifestement, la question de la douleur psychique a été pour lui un problème compliqué. Et aujourd'hui, je redis qu'il ne faut pas négliger la souffrance des enfants autistes. Faire comme s'ils ne souffraient pas est tout à fait problématique. Les parents qui vivent avec un enfant autiste savent très bien quelle est la douleur de la souffrance de l'enfant, la douleur de l'enfant. La douleur à eux est évidemment immense parce que c'est un supplice de vivre avec un enfant autiste grave. Hein. C'est peut-être la pire des choses qui puisse arriver à des parents. Alors bien sûr, les parents ont souvent envie de dénier un petit peu, de mettre de côté cette souffrance psychique, mais nous, professionnels, nous ne devons pas faire collusion avec ce déni de la souffrance psychique des enfants. Nous avons à la regarder en face pour pouvoir s'en occuper, dans nos recherches et dans nos soins. Voilà, alors la douleur autistique et la douleur psychotique sont assez différentes probablement. Hein. Geneviève Hague, que je cite décidément beaucoup parce qu'elle nous a tellement apporté dans ce domaine, avait écrit un article il y a déjà longtemps sur la différence entre les angoisses autistiques et les angoisses schizophréniques. Les angoisses autistiques, la peur d'être lâché en bidimensionnalité. Les angoisses schizophréniques, la peur d'être pénétré en tridimensionnalité, ce n'est pas les mêmes. Les deux existent chez vous comme chez moi, mais évidemment, elles sont beaucoup plus intenses chez les enfants autistes et psychotiques. Cette douleur est très différente, sans doute, dans les deux domaines, parce que chez les enfants autistes, l'objet n'est pas encore repéré. Et on peut se demander avec André Green si la douleur des enfants autistes est justement pas liée à l'absence de l'objet. André Green, qui ne s'occupait pas beaucoup d'enfants, comme vous le savez, mais qui a dit des choses très importantes pour ceux qui s'en occupent, André Green insistait sur l'excitation pulsionnelle. Une pulsion sans objet s'excite, et l'excitation pulsionnelle sans objet devient peut-être une source de douleur. Alors que chez les enfants psychotiques, l'objet a été repéré.
Hein, je viens de vous dire que en cas de psychose non autistique, il y a un accès à l'intersubjectivité. Donc, la psychopathologie de la douleur psychotique ne peut pas être la même que la psychopathologie de la douleur autistique. Pour conclure ce point-là, je dirais que l'autisme, les psychoses autistiques sont du côté de maladies de l'être, alors que les psychoses non autistiques sont du côté des maladies de l'existence. Et vous savez qu'en ce moment, je fais une grande différence entre l'être et l'existence en référence aux travaux de Winnicott. Le registre de l'être est préobjectal, le registre de l'existence est objectal. Donc les psychoses autistiques sont du côté de l'être, les psychoses non autistiques sont du côté de l'existence, avec sans doute des oscillations dialectiques possibles. Voilà. Alors, à propos des classifications internationales, juste pour rappeler que lors du DSM-2, très très ancien, je l'ai dit tout à l'heure, quand Kanner a découvert l'autisme a été rangé dans la rubrique des psychoses et tout le monde trouvait ça très bien. À partir des années 90, c'est le DSM-3 et l'apparition des troubles envahissants du développement, les Pervasive Developmental Disorders en anglais, PDD, Pervasive Developmental Disorders, qui ont commencé à être répartis en typiques, atypiques et non spécifiés. Puis vient le DSM-4 avec l'émergence du trouble neurodéveloppemental. Je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais. Et aujourd'hui, depuis les années 2015-2020, on a le DSM-5 qui diffère un petit peu des autres classifications parce que l'ambition est dimensionnelle, non plus catégorielle, mais dimensionnelle, c'est-à-dire non pas de chercher des catégories de patients différents, mais d'essayer de montrer qu'il y a un continuum entre les formes les plus graves et les formes les plus légères, autisme de haut niveau ou Asperger. Asperger est d'ailleurs sorti un petit peu de la catégorie. C'est ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de contester cette classification. Cette notion de trouble du spectre autistique me semble compliquée aussi parce que elle laisse une frontière très importante entre les formes les plus bénignes et les enfants qui vont bien. Dans le DSM-5, dans la catégorie troubles du spectre autistique, il y a quand même une limite, une barrière entre le normal et le pathologique, alors que moi, je pense que le continuum devrait inclure les enfants qui vont bien. Il y a chez tout être vivant des potentialités autistiques. Probablement, nous oscillons en permanence entre des moments autistiques et des moments objectalisés. C'est une dialectique. Autant je trouve tragique de dire qu'il y a un enfant autiste sur 50, ça me paraît totalement absurde, parce que les TSA incluent tout le monde, les psychoses autistiques, les psychoses de l'autistique, etc., etc. Autant je trouve très intéressant de dire qu'il y a une potentialité autistique à 100% chez tout être vivant qui en permanence oscille entre les registres de l'être et de l'existence, comme je viens de le dire tout à l'heure. Voilà. Excusez-moi pour la longueur peut-être de cette première partie, mais je pense que c'était important qu'on partage ces différents éléments avant d'entrer dans la question plus clinique du diagnostic, ce que je vais faire maintenant. Voilà, alors je vais parler du diagnostic d'autisme, mais je voudrais aussi parler du diagnostic de risque d'autisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr, tout le monde espère aujourd'hui que le diagnostic puisse être posé de plus en plus tôt. Et tout le monde est d'accord, psychanalyste ou pas, pour dire que plus on s'occupe tôt d'un enfant autiste, plus on lui conserve ses chances d'évolution positive et en tout cas de préservation de son potentiel cognitif. Et s'occuper bien d'un enfant autiste, là, je suis très proche du point de vue de Pierre Delion, que tout le monde connaît aussi, qui insiste toujours sur le fait qu'il faut de l'éducatif, toujours,
du pédagogique dès que possible et du thérapeutique chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire très souvent, parce que je le redis, les enfants autistes souffrent, même si les douleurs autistiques ne sont pas tout à fait les mêmes que les douleurs psychotiques. Voilà, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, les psychanalystes ne cherchent pas de coupe. Quand un traitement d'enfant autiste est en place, la question n'est pas de chercher un coupable. Ça, il faudrait vraiment que cette idée-là cesse de circuler dans le grand public et parmi les médias. Les psychanalystes aujourd'hui ne cherchent pas de cause unique à l'autisme. On est dans un modèle polyfactoriel et bien entendu, les parents, la mère n'est pas coupable de l'enfant, de l'autisme de son enfant. Il faut qu'on le dise haut et fort, tous ensemble. Là, on nous prête des pensées qui ne sont plus les nôtres. Est-ce qu'elles l'ont été? Je n'en sais rien, mais aujourd'hui, elles ne sont plus les nôtres. Quand un traitement d'enfant autiste a lieu, l'idée, et ça, on le doit beaucoup à l'école kleinienne et post-kleinienne, l'idée, c'est d'essayer de bien comprendre les angoisses et les douleurs autistiques, d'essayer de bien comprendre les mécanismes de défense qui se sont mis en place et d'essayer de desserrer ces mécanismes de défense pour que la croissance et la maturation psychique de l'enfant puissent reprendre le plus normalement possible, et notamment dans son secteur cognitif. Voilà, donc il est beaucoup plus question dans les traitements analytiques d'enfants, et j'en ai parlé 36 fois avec Geneviève Hague, il est beaucoup plus question du comment que du pourquoi. Je ne dis pas que le pourquoi n'a pas d'importance, mais quand on est soignant, on est plus centré sur le comment et on ne peut pas s'occuper à la fois du comment et du pourquoi. Essayons de bien comprendre les angoisses autistiques, essayons de bien desserrer les mécanismes de défense autistique et peut-être nous pourrons ainsi aider les enfants à reprendre leur développement. Il ne s'agit en rien de la recherche d'un coupable. Alors, le diagnostic ne se pose pas de la même manière, bien sûr, selon l'âge de l'enfant. Je commence, on aimerait que le diagnostic soit posé très vite. Aujourd'hui, vous allez le voir, on peut commencer à espérer que tous les diagnostics soient posés en 2e année de vie et que tous les enfants à risque soient repérés en 1re année de vie. Voilà, on pourrait déjà mettre ça en rouge pour ma conférence. Ce que je dis, c'est que les diagnostics doivent être posés dans la 2e année de vie et que tous les enfants à risque d'autisme puissent être repérés en 1re année de vie. Voilà. Et puis, plus on fait du dépistage précoce, plus il faut avoir une réflexion éthique spécifique sur le maniement des informations pour ne pas rajouter non plus de l'angoisse à l'angoisse des parents qui sentent bien souvent que les choses ne sont pas en train de bien se passer. Voilà, alors je prends les enfants les plus âgés pour aller vite, disons à 3 ans. À 3 ans, le diagnostic, malheureusement, n'est plus un problème. La triade caractéristique, en général, s'est installée, c'est-à-dire le retrait, ce que les auteurs anglo-saxons appellent l'aloneness, le fait d'être seul, aloneness, les troubles ou l'absence du langage, hein, les écholalies, l'absence de langage, le mutisme, bon. Et troisièmement, les comportements stéréotypés, ce que les auteurs anglo-saxons appellent la sameness. Voilà, donc cette triade-là, malheureusement, elle est très caractéristique et à 3 ans, elle n'est pas très difficile à repérer. Le retrait, les anomalies du langage, ou l'absence de langage et les comportements stéréotypés, c'est la triade caractéristique de Kanner. Chacun de ces éléments de la triade peut être retrouvé chez d'autres enfants non autistes, hein. L'absence de langage, ça peut exister chez d'autres enfants. Une petite tendance au retrait, ça peut exister chez d'autres enfants, et même certains comportements stéréotypés. C'est-à-dire que vous voyez cette triade-là, même à 3 ans, je terminerai de ma conclusion là-dessus, le diagnostic, c'est quand même une rencontre. Et dans un diagnostic, tout n'est pas du côté de l'enfant, il y a aussi ce que l'enfant nous fait ressentir d'un point de vue contre-transférentiel. Il n'y a pas de diagnostic qui puisse faire l'économie d'un point de vue contre-transférentiel, même avec la triade caractéristique à 3 ans. Mais enfin bon, disons qu'à 3 ans, le diagnostic, si on est attentif à l'enfant et à ce qu'on ressent, n'est quand même pas
très, très compliqué. Mais malheureusement, 3 ans, c'est déjà tard et on aimerait vraiment pouvoir enclencher les mesures d'aide et les mesures thérapeutiques avant. Pour ces enfants très autistes, déjà à 3 ans, je vous rappelle que le point de vue, puisque je viens d'évoquer le point de vue contre-transférentiel, certains enfants autistes typiques n'ont même pas creusé l'écart intersubjectif. Pour eux, la question de l'autre ne se pose pas. Et quand on est en face d'eux, les parents d'abord, et les professionnels aussi, on ressent contre-transférentiellement quelque chose de très douloureux, parce que c'est très douloureux d'être devant un enfant qui ne prend aucunement en compte le fait que nous existons. Ce n'est même pas un déni d'existence, parce qu'un déni d'existence suppose qu'on ait d'abord reconnu l'existence pour la dénier ensuite. Là, vraiment, c'est comme si l'autre n'était pas dans le champ de conscience de l'enfant. C'est insupportable pour les parents, je l'ai déjà dit. C'est difficile pour les équipes, parfois, qui ont besoin d'être plusieurs autour de ça. Donc, l'autisme le plus typique et le plus grave, qui n'a même pas creusé l'écart intersubjectif, fait vivre un contre-transférentiel très douloureux et avec un risque d'hostilité même vis-à-vis de l'enfant. Alors que certains enfants autistes, moins graves ou qui commencent déjà à aller mieux, creusent l'écart intersubjectif, mais ils ont du mal à tisser les liens qui leur qui leur permettraient de rester en lien avec l'objet dont ils commencent à se différencier. Et celui qui est en face, là, ne ressent plus la même chose que dans le cas précédent, parce que l'enfant a compris que l'autre existe, mais il est tout seul de l'autre côté de la rive de l'écart intersubjectif, et son retrait, paradoxalement, nous appelle. C'est un retrait qui fait appel. On ne se sent pas hostile là vis-à-vis de l'enfant, on a envie d'aller le chercher un petit peu là où il est, parce qu'il a creusé l'écart intersubjectif, mais qu'il a raté tous les liens qui devraient lui permettre d'être en relation avec nous. Bon, je vais laisser quand même cette 3e année de vie parce que c'est pas là que sont les grands problèmes. Je passe à la 2e année de vie de l'enfant. L'année pendant laquelle on aimerait vraiment que le diagnostic d'autisme puisse être posé. Bon, les choses ont déjà été décrites depuis longtemps, hein. Didier Houzel, en France, qui a beaucoup travaillé, qui était très proche de Geneviève Vague et avec qui je travaille beaucoup moi-même, Didier Houzel, en France, il y a déjà longtemps, nous avait attiré l'attention sur plusieurs signes que je vais énoncer sans tout détailler, parce que bon, il faut pas non plus prendre trop de temps là-dessus. Il y a rétrospectivement, on constate parfois des anomalies du cri chez les futurs bébés autistes. Alors jamais les parents ne viennent consulter parce qu'ils ont eu l'impression que le cri du bébé est en difficulté. Mais ensuite, quand on refait l'histoire de l'enfant, on s'aperçoit que parfois les cris étaient un petit peu trop monotones et qu'en tout cas la mère, le père, les adultes avaient du mal à comprendre ce que l'enfant voulait exprimer à travers ses premières vocalises, ses premiers cris. Didier Houzel a beaucoup insisté aussi, enfin avec d'autres, sur des pseudo-surdités, des enfants qui ne réagissent pas à des bruits très forts qui se passent près d'eux, et puis qui vont au contraire se passionner pour des tout petits bruits qu'ils produisent eux-mêmes près de leurs oreilles. C'est une sorte de paradoxe. Un signe très important, c'est l'insomnie calme ou gaie, des enfants qui peuvent rester éveillés toute la nuit dans leur berceau, dans leur lit, sans appeler. Alors qu'un enfant qui va bien, quand il se réveille la nuit, il a besoin de présence et en général, il pleure ou enfin, il fait signe, il appelle l'adulte. Là, on a appelé ça en français des insomnies calmes ou gaies. Je ne sais pas si elles sont gaies, mais enfin calmes, des insomnies sans appel. Il y a des troubles du dialogue tonique aussi. Hein, le dialogue tonique d'Henri Vallon, des bébés, quand on les prend dans les bras, qui semblent très lourds, ou au contraire, comme des savons qui glissent entre les mains des bébés. On a appelé ça le bébé savon ou le bébé anguille. Bien sûr, l'évitement du regard. L'évitement du regard n'est d'ailleurs pas un très très bon terme, parce que quand les enfants nous regardent de côté, c'est pas pour ne pas nous voir, c'est pas pour éviter de nous voir, mais c'est nous regarder par le regard périphérique, qui est un regard en 2 dimensions, alors que le regard central est un regard qui pénètre,
est en 3 dimensions. Et je vous ai dit tout à l'heure que les enfants autistes ont tendance à vivre dans la bidimensionnalité psychique. Donc détourner, moi je préfère dire détournement du regard qu'évitement du regard, parce qu'ils détournent la tête pour nous apercevoir en périphérie, en bidimensionnalité, et non pas de manière centrale en tridimensionnalité pénétrante. On a aussi décrit des phobies un petit peu atypiques en fonction de l'âge, une pauvreté des interactions et une absence de sourire-réponse. Si vous voulez, je vous redonne la liste de Didier Houzel, qui a eu beaucoup d'importance et d'intérêt à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Anomalie du cri, pseudo-surdité, insomnie calme, troubles du dialogue tonique, j'ai oublié de parler aussi des anorexies primaires. Elles sont très rares, mais parfois certains enfants ont des vrais problèmes alimentaires à ce moment-là. Un détournement du regard, quelques phobies atypiques en fonction de l'âge, une pauvreté relative des interactions et l'absence de sourire-réponse. Voilà, ça c'est des éléments cliniques qu'on connaît depuis longtemps. Et à ceci s'est ajouté plus récemment, en 2e année de vie, le recours au chat. Le chat, c'est-à-dire la Checklist for Autistic Toddlers, en anglais, Checklist for Autistic Toddlers, chat, C-H-A-T, avec 3 items principaux. Est-ce que qui tous testent l'accès à l'intersubjectivité? Enfin, il y a 9 items, mais il y en a 3 qui sont essentiels. Ces 3-là testent et évalue l'accès ou non à l'intersubjectivité de l'enfant. Est-ce que l'enfant suit le regard de l'adulte vers un objet d'attention conjointe ou pas? Est-ce que l'enfant est capable de faire un pointage, un pointing proto-déclaratif? Je reviendrai 2 secondes là-dessus. Et troisièmement, est-ce qu'il y a déjà des jeux de faire semblant, des jeux semi-symboliques? Bon, regardez, pour un enfant, je dis un tout petit mot sur ces 3 items centraux du chat. Si l'enfant est capable de regarder là où regarde l'adulte, c'est déjà un très bon signe, parce que ça veut dire qu'implicitement, il se dit que dans la tête de l'adulte, il y a un intérêt pour quelque chose qui n'est peut-être pas dans sa tête à lui. C'est bien une démonstration de l'intersubjectivité. L'autre et moi, ça n'est pas pareil. L'autre et moi, ça n'est pas la même chose. De la même manière, le pointage proto-déclaratif, c'est-à-dire pas le pointage impératif qui veut dire je veux ceci ou je veux cela, pas le pointage nominatif, mais quand on dit pointage proto-déclaratif, on veut dire des enfants qui montrent quelque chose, mais qui veulent surtout montrer à l'adulte que quelque chose les intéresse. C'est un petit peu le contraire de la convergence des regards. Et donc, là aussi, ça part de l'idée que si l'enfant a envie, a besoin de montrer à l'adulte que quelque chose l'intéresse lui, c'est qu'il est devenu capable de se dire que dans la tête de l'adulte et dans la sienne, il n'y a pas forcément la même chose. Donc, c'est un bon indicateur de l'accès à l'intersubjectivité. Et vous savez que si ces 3 items après, c'est les jeux semi-symboliques. Les 3 items, ces 3 items, quand les 3 items sont ratés à l'âge de 15 mois, on estime qu'il y a 80 à 85% de risque que l'enfant soit autiste à 3 ans. Et si seulement 2 de ces items sont en échec, eh bien, l'enfant ne sera peut-être pas autiste 18 mois plus tard, à 3 ans, mais il risque d'avoir des troubles déficitaires importants du développement. Parmi les jeux symboliques de ce chat, il y a la question de savoir si l'enfant a déjà fait semblant de préparer du café. Alors en fait, le test a été inventé en Angleterre par l'équipe de Simon Baron-Cohen, une équipe de cognitivistes extrêmement importante dans l'histoire de toutes ces idées. Et en Angleterre, ils avaient dit, est-ce que l'enfant est capable a déjà joué à préparer du thé, puisqu'on était en Angleterre. Et nous, quand on a traduit le test en français, on a dit, est-ce que l'enfant est capable de faire semblant de jouer, de préparer du café? Et c'est très intéressant, ça. Et Marie-Christine Lajnik a beaucoup réfléchi, nous a beaucoup appris là-dessus, parce que la question aurait pu être,
à propos des jeux semi-symboliques. Est-ce que la dinette, est-ce que l'enfant a déjà joué à faire semblant de préparer du lait ou un biberon? C'est une autre question, ça. C'est une question intéressante aussi, mais c'est une autre question. Là, pour un enfant, préparer du thé ou préparer du café, c'est chercher à faire plaisir à l'adulte, ce qui n'est pas du tout pareil que de préparer un biberon qui est pour son propre plaisir à lui. Et Marie-Christine Laznick, très justement, a dit, mais vous voyez, dans cette idée de faire plaisir à l'adulte, d'apporter aux pulsions orales de l'adulte une satisfaction, on a là, dans cet item-là, on a la recherche de ce qu'on appelle, de ce que les psychanalystes lacaniens en particulier appellent le troisième temps de la pulsion, le troisième temps du montage du circuit pulsionnel, c'est-à-dire se proposer à l'autre comme objet de la pulsion de l'autre, justement. Faire plaisir à l'autre, eh bien, c'est aussi un très bon indice, un très bon indicateur de l'accès à l'intersubjectivité. Mais là, en termes pulsionnels ou en termes psychanalytiques, c'est l'enfance, en préparant du thé ou du café, cherche à apporter à la pulsion de l'adulte un objet de satisfaction. On est dans le troisième temps de la pulsion. Et là, on est forcément dans l'intersubjectivité. Encore une fois, si ces 3 items sont échoués, risque d'autisme installé à 18 mois plus tard, à l'âge de 3 ans. Si 2 items sont échoués, risque de développement déficitaire, avec toute la question, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Comment est-ce qu'on manie ces informations avec les parents sur le plan éthique? Qu'est-ce qu'on dit aux parents d'un enfant de 18 mois qui échoue à ces 3 questions? Si vous voulez, on va laisser ça pour la discussion. Voilà, pour la 2e année de vie, j'ai envie d'ajouter, puisque je parle à des collègues d'Amérique latine, que je ne vais pas les détailler bien sûr aussi ici aujourd'hui, mais il y a tous les indicateurs d'intersubjectivité qui ont été si finement décrits par Victor Guerra qui malheureusement est mort depuis quelques temps, qui nous manque beaucoup, et dans ses travaux, dans ses articles, dans son livre, il a donné un développement très précis des différents indicateurs qui permettent de suivre la mise en place de l'intersubjectivité. Pour les enfants dans la 2e année de vie, cet outil, cette grille est un trésor épistémologique. Voilà. Et j'en viens à la 1re année de vie. 3 ans, 2 ans, la première. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose à propos de la 2e année de vie, c'est que bien sûr, il y a une difficulté déjà qui apparaît dans les interactions, une difficulté parfois à entrer en relation ou à maintenir la relation, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce qu'on a remarqué qui est très intéressant et qui a été source de malentendus parfois, c'est que quand l'enfant de 13 mois, 14 mois, a des interactions un peu faibles, même si les parents, même si la mère ne s'en est pas consciemment rendu compte encore, on observe que la mère est dans une position un petit peu hyperstimulante pour le bébé. Ce n'est pas parce qu'elle est hyperstimulante que le bébé est autiste. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Justement, ce n'est pas parce que la mère est hyperstimulante que le bébé est autiste, mais c'est parce que le bébé est en difficulté interactive que la mère, d'elle-même, sans même en être très consciente, va activer un peu les stimulations et augmenter, essayer d'augmenter le niveau d'interaction avec son enfant pour essayer de le ramener dans la réalité. Je pense très sincèrement que les mères, les pères bien sûr peut-être, mais les mères sont les premières qui se rendent compte que quelque chose ne va pas. Et quand elles vont voir un pédiatre et que le pédiatre leur dit tout va bien, on se reverra dans 1 an, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Quand la mère sent que quelque chose ne va pas, elle a de bonnes raisons de penser que quelque chose ne va pas. Et parfois, elle n'en est pas vraiment consciente, mais son comportement d'hyperstimulation est une espèce de tentative de ramener l'enfant dans une interaction plus normale, plus habituelle. Voilà, alors, pour toute cette période-là, 2 ans, etc., là aussi, je voulais évoquer, bien sûr, le remarquable programme de recherche PRISMA,
hein, qui a été mis en place en Amérique latine par Maria Angela Méndez de Almeida, par Maria Cecilia Pereira da Silva et par d'autres collègues. Il y a là aussi un trésor, hein, non pas, bien sûr, il a été fait pour suivre l'évolution des enfants sous traitement, mais c'est une mine, c'est un trésor aussi d'indications pour essayer de regarder ce qui se passe chez un enfant qu'on rencontre en consultation ou autrement. Voilà, et j'en viens donc à ce qui se passe avant 1 an et à la question du diagnostic qu'on pourrait appeler non pas précoce, mais précocissime, hein. Et en France, Marie-Christine Laznick insiste beaucoup là-dessus, hein. Aujourd'hui, la question n'est plus du diagnostic précoce, c'est la question du diagnostic précocissime. Et c'est avec ça qu'on sauvera, entre guillemets, le maximum d'enfants. Alors, mais c'est aussi la période où il faut être le plus prudent avant 1 an, parce que peut-être aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 ans ou dans 15 ans, mais aujourd'hui, peut-être qu'avant 1 an, c'est encore difficile de vraiment poser un diagnostic d'autisme. Mais par contre, on peut, peut-être pas avant 1 an, mais avant 9 mois, c'est peut-être difficile de poser un diagnostic sûr et certain d'autisme. Par contre, on peut poser un diagnostic de risque d'autisme. Et c'est avec ça qu'il faut travailler. Et c'est déjà très important, hein. C'est déjà très important. Il y a un psychiatre, psychanalyste américain qui est mort il y a déjà une quinzaine d'années, je crois, qui s'appelait Donald Cohen. Donald Cohen, et qui avait trouvé un très bon terme pour ça. Il disait dans la première année de vie de l'enfant, en fait, il faut raisonner avec ce qu'on pourrait appeler une plateforme de vulnérabilité. Une plateforme, il y a une sorte de base. On voit des enfants qui sont en difficulté, des enfants, on pourrait dire, qui ont besoin de nous, tous. Mais on ne sait pas forcément ce que ça va devenir. Peut-être certains d'entre eux se normaliseront. Peut-être certains d'entre eux deviendront autistes. Peut-être certains d'entre eux deviendront psychotiques ou dysharmoniques ou déficitaires. Mais en tout cas, ils ont besoin de nous, hein. Plateforme de vulnérabilité, c'est un diagnostic, on pourrait dire, avec des petits traits d'union, les enfants qui ont besoin de nous. C'est déjà beau comme diagnostic, sans forcément être obsédé par le fait de savoir s'ils sont déjà dans la filière autistique, déficitaire ou autre. Et du point de vue, des relations avec les parents, c'est un concept très intéressant parce qu'à ce moment-là, sans être obsédé par la question autistique, on peut dire aux parents, là, votre enfant a du mal, effectivement, à entrer de manière stable dans la relation. Il a besoin de nous. Ce qu'il a exactement, on y verra plus clair dans 6 mois ou dans 1 an, mais déjà, on peut se lancer dans la bagarre, se mobiliser sans dramatiser. On y va. Voilà. Peu importe si ça s'appelle autisme, ça s'appelle psycho, ça s'appelle autrement. Aujourd'hui, il a besoin de nous. Rentrons dans la bagarre. C'est très important. Donc, plateforme de vulnérabilité. Bon, ça, c'était Donald Cohen il y a déjà une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont apparues et qui peuvent nous aider à développer ce diagnostic précocissime. Et aujourd'hui, en pensant à cette conférence, je m'étais dit que j'allais vous parler un petit peu des travaux d'Annick Beaulieu. Annick Beaulieu, si vous voulez, je vais le mettre dans le chat pour tout le monde, là. Pour tout le monde. Voilà. Annick, qui vit en France, qui fait partie de la CIPA, qui vit en France, mais qui est d'origine canadienne et qui effectue actuellement un formidable travail. Annick Beaulieu. Voilà, tout le monde l'a reçu là, ça va? Annick Beaulieu, c'est bon? Et qui fait un énorme travail à propos en particulier de ce qu'on appelle les mouvements généraux. Les mouvements généraux, à partir de la vie prénatale. Personnellement, je travaille avec elle dans un groupe de recherche, avec elle et puis un échographiste très renommé en France qui s'appelle François Farges, Farges, qui a avec tout un travail sur des échographies et des mouvements généraux qui pourraient indiquer un risque. Alors, oui, peut-être dans ce cas-là, je veux bien parler de risque neurodéveloppemental,
parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais il y a des mouvements généraux qui commencent à être très étudiés pendant la vie prénatale et qui vont se poursuivre dans le premier trimestre de la vie. Et ils vont ensuite s'atténuer. Ce sont des mouvements d'extension, des mouvements de flexion, des mouvements de torsion, des mouvements généraux du corps dont la description commence à être assez précise quand tout va bien. Enfin, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que déjà in utero, certains fœtus montrent des mouvements généraux un peu pauvres ou un peu trop intenses, au contraire, ou un peu trop rares. Et on peut se dire que peut-être il y a là un facteur de risque. Ça n'est pas sûr du tout, mais peut-être il y a là un facteur de risque, parce qu'il faut que ces mouvements généraux se développent normalement, correctement, pour qu'il y ait que la plaque sous-corticale du cerveau puisse se résorber et permettre le développement de tous les circuits neuronaux. Hein, vous voyez, je reviens à ce que je disais au tout début, même si je suis fondamentalement psychanalyste, j'admets tout à fait qu'il puisse y avoir des facteurs de risque endogènes et qui puissent se signaler dès la vie prénatale par peut-être certaines anomalies, notamment de ces mouvements généraux. Et puis, après la naissance, donc ces mouvements généraux un peu globaux du corps vont s'atténuer progressivement et laisser apparaître, quand tout va bien, ce qu'on appelle ce que Annick Beaulieu et d'autres, hein, bien sûr, appellent des mouvements fidgety. Je le marque aussi dans le chat, fidgety, c'est bien passé pour tout le monde, là, fidgety, hein. Des mouvements qui sont beaucoup moins globaux, qui sont beaucoup moins macroscopiques, qui sont des petites choses très fines, des petits mouvements des bras, des mains, très harmonieux parfois, voilà, qui doivent apparaître, qui viennent remplacer à partir du troisième, quatrième, cinquième mois, les mouvements généraux plus globaux dont je vous ai parlé depuis du début, là, même en prénatal, et l'absence aussi de ces mouvements, de l'apparition de ces mouvements fidgety, peut-être est un indicateur, non pas d'autisme, mais de risque d'autisme, hein, et peut-être de risque d'autre chose aussi. Donc, c'est très intéressant du point de vue de la prévention. Là, on a vraiment, pour le diagnostic précocissime, une voie de recherche qui va se développer intensément. Si on se revoit dans 5 ans ou dans 10 ans, on verra où on en est. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe et qui est très intéressant. Et puis, bien sûr, pour le diagnostic de risque, le diagnostic précoce, il y a le signe Préhaute, hein, de Graziella Crespin et de toute l'école Préhaute. Préhaute, ça veut dire prévention de l'autisme. Je le mets aussi dans le chat, le signe Préhaute. Le signe Préhaute, qui est très intéressant, peut-être pas entièrement spécifique du risque autistique. On peut peut-être l'observer aussi chez d'autres enfants, mais après, il y a le contre-transfert. Hein, il y a ce que l'enfant nous fait vivre et qui fait partie du diagnostic aussi. Et le signe Préhaute, que Graziella Crespa a mis en avant et qui a été publié donc, sur le plan international, c'est le fait que quand les enfants à risque autistique sont peut-être capables d'entrer en relation avec l'adulte et en interaction avec l'adulte. Mais même quand une interaction s'est produite et qu'elle s'est bien passée, il n'y a pas de relance. C'est-à-dire qu'un enfant qui va bien, il a tendance à aller rechercher l'adulte pour remettre en jeu la même séquence interactive qui lui a fait plaisir. Là, on est dans l'absence de relance, et peut-être dès l'âge de 6, 7, 8, 9 mois, peut-être même avant, peut-être un signe de quelque chose qui, sur le plan interactif, est déjà un petit peu en difficulté. Et puis, dans ce diagnostic précocissime, eh bien, il y a aussi les apports à leur niveau du programme PIL que j'ai développé avec Lisa Hous à Necker et auquel d'ailleurs Camilla a participé activement pour sa thèse. Hein. Je ne la remercierai jamais assez de tout le travail qu'elle a fait là avec nous. En tout cas, ce programme PIL, il a aussi montré que chez certains enfants, il fallait être très attentif au mouvement des membres supérieurs, à l'aspect courbe
ou pas suffisamment courbes. On appelle ça la curvité. Est-ce que les mouvements des bras sont suffisamment courbes et amples, notamment chez les enfants qui ont un syndrome de West? Ceux qui vont s'autistiser, sont peut-être ceux dont déjà les mouvements commencent à être un petit peu rigides, un peu raides, un petit peu qui annoncent en quelque sorte les futures stéréotypies. Donc vous voyez quand même, tout ça, il y a 5 ans, je ne l'aurais pas dit. Hein. Il y a des progrès quand même. Hein. Les mouvements généraux, le signe préhaute, les résultats du programme PIL. On est sur quelque chose qui nous aide à repérer, je le redis encore, non pas les enfants autistes, mais très tôt, très précocement, les enfants à risque d'autisme, ceux qui ont besoin de nous, ceux qui font partie de la plateforme de vulnérabilité de Donald Cohen, et pour lesquels il faut se battre intensément. Voilà, alors, je suis content, on avance bien là. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes content vous aussi, mais moi je suis content, on avance bien. J'espère que ce n'est pas trop dur à traduire pour Sylvie et ses collègues. Je vais essayer de ralentir encore un petit peu parce que je voudrais vous parler de 2 situations particulières du point de vue du diagnostic d'autisme, 2 situations particulières extrêmement intéressantes et qui montrent bien qu'il n'y a pas de diagnostic si on ne fait que regarder l'enfant. Il faut regarder l'enfant, il faut regarder les liens de l'enfant avec les adultes, il faut regarder les adultes, mais il faut aussi regarder, être attentif à ce qui se passe en nous. Alors, c'est presque, ça devrait être dans ma conclusion, ça. Il n'y a pas de diagnostic d'autisme qui se fasse en une fois. Il faut voir et revoir à plusieurs reprises l'enfant et ses parents. Et il n'y a pas de diagnostic qui puisse se faire sans prise en compte du vécu du clinicien, du ressenti, de l'éprouvé affectif du clinicien, ce qu'on appelle le contre-transfert si on est dans la perspective psychanalytique. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, on va le revoir là, quand je vous ai dit un enfant autiste qui n'a même pas creusé l'écart intersubjectif, eh bien, on lui en veut. On a un contre-transfert qui peut être hostile parce qu'il nous fait un affront narcissique de ne pas prendre en compte notre existence. Et je vous ai dit, mais si il a creusé l'écart intersubjectif, mais qu'il a raté les liens, là, il nous fait vivre, au contraire, un mouvement où on a envie d'aller l'aider, d'aller le chercher là où il est. Ce n'est pas le même type de contre-transfert et ce n'est pas du tout le même type d'enfant. Voilà, alors, cette question du contre-transfert, je voudrais vous parler de 2 situations particulières qui, du point de vue diagnostique, sont importantes parce que peut-être que là, il ne faut pas dire autiste trop vite, justement, autisme trop vite. Je voudrais vous parler des dépressions du bébé, très rapidement, et puis un petit peu moins rapidement, des mécanismes de type autistique, mais non autistique, chez des enfants qui ont été déprimés, chez des bébés post-dépressifs. Je vais vous expliquer ça, il ne faut pas les confondre avec des enfants autistes. Ces mécanismes autistiques ou non autistes, d'apparence autistique, mais qui ne sont pas vraiment autistiques, ils ont fait l'objet d'une thèse magnifique qui avait été faite à Paris par Giovanna Cruz. Je ne sais pas si elle est dans le public aujourd'hui. Giovanna Cruz qui a fait cette thèse sous ma direction et qui a eu un jury merveilleux puisque étaient venus discuter avec elle Geneviève Hague, Didier Houzel et d'autres. Voilà, alors, donc, on pourrait dire, d'une manière un petit peu académique, que les 2 situations que je vais vous décrire un tout petit peu, c'est la question du diagnostic différentiel, c'est-à-dire des enfants qu'il faut bien distinguer, justement, des enfants autistes et qui posent un problème diagnostique, parce que parfois, ça n'est pas si simple. Hein. Alors, les dépressions du bébé, d'abord, et je voudrais vous signaler, enfin là les travaux d'André Carrel, je vais le marquer dans le chat aussi, nous ont été très utiles en France là, à propos de cette question du contre-transfert. André Carrel, c'est un auteur qui vit, un psychanalyste contemporain, hein, qui vit à Lyon et qui est vraiment remarquable. Il s'occupe beaucoup de psychanalyse familiale, mais aussi il s'est beaucoup occupé de bébés et de très jeunes enfants. Et il nous a dit des choses très précieuses à propos de comment distinguer un enfant dépressif d'un enfant
autiste ou d'un enfant à risque autistique. Vous savez que dans les dépressions des bébés, je ne parle pas des dépressions les plus spectaculaires, hein. Je ne pense pas ici aux travaux de Spitz et de Bowlby, parce que là, c'était des dépressions vraiment majeures. Je parle plutôt aux dépressions qui ont été décrites ensuite, moins intenses, mais tout aussi importantes à connaître, hein. Des dépressions moins intenses, qui ne sont pas dans le cadre des carences quantitatives. Il n'y a pas de séparation de l'enfant par rapport à son milieu familial, mais il y a une carence qualitative, un enfant qui est pris dans un milieu environnemental, pas suffisamment stimulant, vivant. Bon. Et il y a différentes formes de ces dépressions qui ont été décrites, mais les signes cardinaux, comme on dit, les signes les plus importants, il y en a 4 que je vous redis. Il y a le manque, je vais les écrire d'ailleurs dans le chat, il y a le manque de tonus psychique. On appelle ça, avec un A privatif, Sylvie, l'atonie psychique, hein, je le mets dans le chat. Atonie, manque de tonus psychique, atonus. Ensuite, il y a le retrait interactif. Ensuite, il y a le ralentissement psychomoteur. J'ai mal écrit ralentissement, mais je vous l'envoie. Voilà, ralentissement psychomoteur. Et le 4e grand signe, c'est des troubles fonctionnels qu'on appelait autrefois les signes psychosomatiques. Bon. Alors, voilà. Hein, là, vous les avez dans le chat. L'atonie psychique. L'atonie psychique, j'ai marqué serait, c'est le retrait interactif. Hein. L'atonie psychique, le manque de tonus psychique, le retrait interactif, le ralentissement psychomoteur et enfin les troubles fonctionnels, anorexie, troubles du sommeil, troubles digestifs, etc. Voilà, mais vous voyez que dans ces signes cardinaux de la dépression par carence qualitative chez les bébés, il y a un retrait interactif. Je vais quand même le réécrire bien parce que ça fait bizarre, là. Le retrait interactif. Le retrait interactif. Voilà. Et qu'est-ce qui distingue un retrait interactif d'un retrait autistique? Si on s'en tient seulement à la description comportementale, il n'y a pas moyen de faire la différence. Un retrait, c'est un retrait. C'est un retrait, c'est un enfant qui n'entre pas, qui se met en retrait, qui ne va pas entrer en interaction, qui est plutôt atone, qui est plutôt inerte, qui est un petit peu tout seul dans son coin, qui a un visage un peu fermé ou les yeux un petit peu vides. Ouais. Et qu'est-ce qui fait un retrait, c'est un retrait. Si on n'est que dans la description, comme c'est le cas avec ces fameuses classifications internationales qui évacuent absolument tout le contre-transfert et qui veulent classer les choses uniquement d'un point de vue descriptif, ce qui, à mon avis, est une impasse absolument. Qu'est-ce qui permet de distinguer un retrait dépressif d'un retrait autistique? Il y a d'ailleurs d'autres enfants qui peuvent être en retrait. Il y a aussi des enfants qui sont malades. Un enfant qui est fatigué, un enfant qui a de la fièvre, il est facilement en retrait aussi. Et puis, ce qui est moins connu, c'est les enfants qui ont des douleurs chroniques, pour une raison, une maladie ou une autre. Les enfants qui ont des douleurs chroniques se mettent en retrait parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, parce que quand ils bougent, ils ont mal au bras, à l'épaule, à la jambe, et voilà, il ne faut pas passer à côté de ça non plus. Bon, mais enfin, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de distinguer un retrait dépressif d'un retrait autistique? Et c'est là que les travaux d'André Carrel sont très utiles. Je les ai déjà un petit peu dévoilés, hein. Le retrait dépressif le retrait dépressif, c'est comme un message qui nous appelle. Un enfant carencé en retrait, on a envie d'aller vers lui, le prendre, le consoler, l'envelopper, laisser. Voilà. C'est un retrait paradoxal parce que l'enfant est loin relationnellement, mais il nous appelle. Alors qu'un retrait autistique, André Carrel y a pas mal insisté, un retrait autistique, c'est un retrait qui nous exclut. C'est un retrait qui va nous faire souffrir. On en veut à l'enfant, je le redis comme je le disais tout à l'heure, on en veut à l'enfant qui n'arrive pas à tenir compte de notre existence, puisqu'il est réfugié dans l'être et non pas dans l'existence. Voilà, donc vous voyez que ce diagnostic différent. Alors, c'est vrai que certaines formes de dépression grave
peuvent finir par s'autistiser. Et je vous ai parlé tout à l'heure des orphelinats de Roumanie. Il y a bien quelque chose comme ça qui s'est passé pour les enfants qui avaient une fragilité génétique, peut-être, de prédisposition. Le registre de la carence et le registre de l'autisme il y a des petites zones de recouvrement. Mais quand même, d'une manière générale, on a tout intérêt à ne pas confondre un retrait dépressif avec un retrait autistique, ne serait-ce que parce que les dépressions de l'enfant sont très réversibles, alors que l'autisme infantile, évidemment, l'est moins, et qu'on n'a pas les mêmes choses à proposer à un enfant dépressif et à un enfant autistique. Voilà, donc il n'y a pas je vais insister là-dessus jusqu'à la fin, il n'y a pas de diagnostic chez les bébés, chez les tout-petits, il n'y a pas de diagnostic d'autisme qui puisse faire l'économie d'une dimension contre-transférentielle. La sémiologie n'est pas que du côté du bébé, elle est aussi en nous. Qu'est-ce que ce bébé-là, qui n'a pas la parole, nous fait ressentir par ses messages préverbaux, par son langage du corps, par son langage de l'acte, par son langage du comportement, par ses retraits. Voilà, mais je vais terminer par une deuxième situation, donc celle dont je vous parlais, qui a fait donc l'objet de la thèse de Giovanna Kruse, et qui est la question des mécanismes de type autistique, des mécanismes post-dépressifs de type autistique, mais qui ne sont pas véritablement autistiques. On n'a pas encore trouvé de bons mots pour en parler. Moi, je dis parfois mécanisme autistique non autistique. Bon, ça fait un peu bizarre parce qu'il faudrait savoir ce qu'on veut. Est-ce que c'est autiste ou est-ce que c'est pas autiste? Mécanisme de type autistique, mais non autistique, et qu'on peut observer après une dépression précoce d'un enfant. C'est un problème quotidien dans les centres d'évaluation. Je me souviens, à Necker, on en a beaucoup parlé, on y a beaucoup réfléchi, c'est passionnant. C'est passionnant du point de vue de la construction de l'objet. Parce que je vais vous proposer une hypothèse psychopathologique qui me permettra de conclure. Certains enfants vivent une dépression quantitative ou qualitative surtout, dans la première année de leur vie, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12 mois. Bon. Et nous, on les rencontre quand ils ont 2 ans, 3 ans, et ces enfants viennent consulter avec les parents en disant parce qu'ils ont du mal à entrer dans la relation et que justement, on se demande s'il n'y a pas un petit risque de retrait, un petit risque autistique. Et là, il faut faire très attention de ne pas aller trop vite dans le diagnostic et de bien se poser des questions. Parce que si on dit trop vite autisme, enfin je parle de la France, je ne sais pas comment les dispositifs de soins sont organisés actuellement au Brésil ou en Argentine, mais en France aujourd'hui, si on dit trop vite autisme, l'enfant va se retrouver dans une filière spécialisée dont il aura beaucoup de mal à sortir, même si 1 an ou 2 ans après, on s'aperçoit que ça n'était pas tout à fait une pathologie autistique. Donc, les premiers diagnostics doivent être faits de manière très fine pour bien repérer les risques d'autisme, mais aussi bien repérer ce qui n'est pas tout à fait de l'autisme. Et c'est important de laisser aux enfants des trajectoires ouvertes et développementales libres, et pas les enfermer dans des filières trop spécialisées trop tôt. Voilà, alors ces enfants-là ont vécu une dépression et puis dans la 2e année de leur vie, enfin quelques mois après, les parents viennent consulter, le pédiatre nous les envoie en disant mais finalement il a quand même quelques difficultés relationnelles, on n'a pas tout à fait bien son regard, on a des interactions qui ne sont pas très faciles avec lui, est-ce qu'il n'y a pas un début d'organisation autistique qui apparaît? Et on s'aperçoit que, en fait, en faisant l'évaluation complète, on a des mécanismes qui sont de type autistique dans la description. Un petit retrait, une petite difficulté à soutenir l'interaction, à la relancer, un maniement des objets qui est un petit peu pauvre, un regard qui est un peu difficile à capter. Mais si on se demande vraiment qu'est-ce qu'on ressent, on ne se sent pas exclu. On ne se sent pas exclu. On a envie d'aller s'en occuper. Et quand on s'en occupe,
de manière adéquate, quelque chose se relance, quelque chose redémarre, et le pronostic de ces états post-dépressifs n'est pas du tout le même que celui des états autistiques. Donc ça vaut vraiment la peine d'essayer de bien comprendre ce qui se passe là. Et l'hypothèse que je vous propose, c'est qu'il s'agit de mécanismes post-dépressifs, c'est des enfants qui ont vécu une dépression, c'est comme une cicatrice pseudo-autistique, voilà, c'est mieux dit ça, cicatrice pseudo-autistique post-dépressive. Ça, j'ai envie de le marquer. C'est la première fois que je trouve le bon mot pour moi, là. Cicatrice post-dépressive pseudo-autistique. Je le mets dans le chat. Hein. Cicatrice dépressive, voilà. Ça correspond en tout cas vraiment à ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont vécu une dépression précoce, donc ils ont vécu une perte d'objet en termes psychanalytiques, très douloureuse à l'époque. On ne les a pas forcément, nous, connus à ce moment-là, mais enfin, on refait l'histoire, on refait l'anamnèse, on s'aperçoit qu'ils ont vécu quelque chose de très douloureux à ce moment-là. Ils ont perdu l'objet, c'est ça le fond de la pathologie dépressive. Et en fait, pour éviter de revivre une perte comme ça, une solution terrible qu'ils emploient, c'est de déconstruire l'objet. Déconstruire l'objet pour éviter d'avoir à le perdre à nouveau, pour éviter de revivre à nouveau la douleur de la perte. Hein, j'espère qu'on verra dans la discussion si vous m'avez bien compris. C'est vraiment quelque chose que je crois très important. Ça. Comme le processus de construction de l'objet est un processus permanent de construction et de déconstruction, grâce à la synchronisation et à la désynchronisation, au mantèlement, démantèlement, comodalisation, décomodalisation des flux sensoriels. Je reprends pour Sylvie et les traductrices. Le processus de construction de l'objet est en fait un processus permanent de construction, déconstruction de l'objet. Eh bien, ces enfants-là, la solution qu'ils ont peut-être trouvée, c'est de déconstruire l'objet, mais quand on déconstruit l'objet, on devient autiste. De déconstruire l'objet pour éviter d'avoir à le perdre une nouvelle fois, compte tenu de la douleur qui a été la leur lors de la dépression initiale. Voilà, alors c'est vrai que ce qui fait dire mécanisme autistique ou mécanisme pseudo-autistique, là, encore une fois, c'est la question du contre-transfert, et toute la thèse de Giovanna Cruz allait évidemment dans ce sens. J'espère qu'elle a pu être diffusée en Amérique latine, cette thèse. Pour l'instant, c'est la première que je connaisse sur cette thématique. Voilà, on m'avait dit de laisser 15 à 20 minutes de discussion. Donc, Camilla, je vais peut-être m'arrêter là en redisant, peut-être simplement en guise de conclusion, qu'il y a, ce que je vais dire d'ailleurs est peut-être vrai pour l'ensemble de la pédopsychiatrie. Enfin, disons qu'il n'y a pas de pédopsychiatrie pour attendez, parce que je crois qu'on me demande le nom de Giovanna Cruz. Je vais marquer le nom de Giovanna Cruz pour trouver sa thèse. Giovanna Cruz, voilà. Eu escrevi já, Giovana. J'ai déjà écrit. Voilà. Je dirais que les trois choses qui m'apportent, c'est que, à propos de l'autisme, mais peut-être à propos de la pédopsychiatrie en général, il n'y a pas de diagnostic qui puisse être fait sans prendre en compte le vécu, le ressenti, l'éprouvé contre-transférentiel du clinicien. La sémiologie doit prendre en compte à la fois ce que l'enfant nous montre et à la fois ce que l'enfant nous fait ressentir. Il n'y a pas de diagnostic d'autisme qui puisse être fait en une seule rencontre. Il faut voir et revoir à plusieurs reprises. Il n'y a pas de diagnostic d'autisme. Troisième point, il faut bien distinguer la question du diagnostic d'autisme et la question du diagnostic de risque autistique. Et dans l'état actuel des choses, moi je dis que dans les 9 ou 10 premiers mois de la vie, on est plutôt dans la question d'un diagnostic de risque que dans la question d'un diagnostic de pathologie déjà fixée. Et puis enfin, j'espère vous avoir suffisamment montré que les choses avancent, et que, à propos du diagnostic précocissime de risque, on a quand même des outils qui commencent à se mettre en place et à se développer. Il serait vraiment important que tous nos collègues neuropédiatres et des autres disciplines
prennent la mesure des efforts que nous faisons, même si on est psychanalyste. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie beaucoup de votre attention. Obrigada, Gouzo, por essa bela exposição. Muito importante você relembrar que nós psicanalistas levamos sim em conta toda essa questão do autismo a partir de uma perspectiva pluridimensional, polifatorial, você foi podendo identificar toda essa origem e essa falha da relação, não pelo viés que nós psicanalistas já fomos acusados de culpabilização dessas mães. Acho importante também, e vou abrir também as questões, de revisitar os conceitos da psicose do autismo, onde cada vez menos a gente escuta, né, escuta menos falar sobre, né, a diferença da psicose do autismo, e pela perspectiva que você trouxe, até da compreensão da teoria da Genevieve Yang, achei muito interessante. Eu abro agora, né? Não sei se a Karina quer falar, a gente vai abrir agora para questões, a gente tem 20 minutos. A Maria Cecília Pereira, já se candidatou para falar. A Karina, você quer falar ainda alguma coisa antes de passar a palavra para a Cecília? Não, levantou a mão. damos a palavra para a Cecília e depois eu falo. Obrigada. Se dá tempo. Quem quiser perguntar, levanta a mão. Ou Bonjour escreve Cécilia. no chat. Bonjour Cécilia. Bonjour, bonjour, merci. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada pela sua belíssima conferência. É muito importante a gente ter em mente esse diagnóstico. Eu gostei muito de ouvir esse diagnóstico último da Giovanna Cruz sobre um estado autístico sem ser um autismo, e que nós encontramos muitas vezes em pacientes adultos de traumas muito precoces vividos na vida primeira, né? Na primeira infância. Mas eu queria te perguntar duas coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua ideia da terceira tópica, da intersubjetividade primária, em que a gente, como isso está presente nos bebês típicos, né, nos bebês normais. E o outro aspecto que eu queria te perguntar é uma curiosidade com relação na França, com relação à aceitação dos pais e dos profissionais de saúde, como você falou agora no finalzinho, para o tratamento de bebês com indicadores de risco. Como você está vendo essa difusão aí na França? Obrigada, é isso. Oui, merci. Ça va, vous m'entendez, Sylvie? Merci beaucoup, Maria Cecilia, pour ces deux questions qui sont évidemment tout à fait importantes. En ce qui concerne la troisième topic qu'on essaie de développer en ce moment depuis quelque temps, vous le savez, donc avec Sylvain Missonnier, dont je mets le nom dans le chat et qui est un spécialiste de la vie prénatale. En fait, du point de vue de... Je veux pas être trop long pour vous répondre et je ne vais pas développer ici toute cette troisième topic, mais ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la question de la demande. La demande, voilà. Parce que, bon, l'idée, c'est de dire que quand on parle chez tout le monde de représentation d'objets, qui est encore très en difficulté chez les enfants autistes, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a la représentation de l'objet, effectivement lui-même, le visage de la mère, du père, bon, l'objet. Mais il y a aussi, chez l'enfant, du fait des interactions, la représentation intrapsychique des liens à l'objet. L'accordage affectif, l'attachement, la représentation de ces liens, ce n'est pas tout à fait l'objet lui-même. C'est les représentations d'interactions généralisées de Stern, c'est les Internal Working Models de Bresserton. C'est tout à fait important, mais ce n'est pas encore tout à fait l'objet. Et peut-être qu'en amont de ça, il y a même presque comme donné d'emblée, presque une préconception, non pas de la représentation des liens et de la représentation de l'objet, mais une représentation de la place de l'objet, dont l'enfant sent
qu'il a besoin. Il ne le sait pas, mais les enfants sont très immatures et peut-être qu'ils naissent en ayant déjà dans leur tête une proto-représentation, une préconception, comme aurait dit Bion, de la place, d'une place pour l'objet dont ils vont avoir besoin pour survivre physiquement et se construire psychiquement. Et l'idée de la troisième topique, c'est que l'enfant peut-être arrive dès la naissance avec une représentation donnée d'emblée de la place de l'objet. Ensuite, ce qui va être installé, c'est la représentation des liens à l'objet grâce aux interactions, mais ce sont des représentations intrapsychiques. Et seulement après, mais ça va vite, mais sans doute après, seulement enfin la représentation de l'objet. Voilà, ce qui fait que quand on s'occupe de bébés très jeunes ou d'enfants autistes encore très malades, ils ne peuvent pas avoir une demande adressée à l'objet puisque l'objet n'est pas encore représenté très spécifiquement, de manière très claire et très différenciée. Et pourtant, quand on s'occupe de bébés, enfin vous le savez bien, Maria-Cécilia, et quand on s'occupe d'enfants autistes, on sent bien qu'ils demandent quelque chose. Mais ils demandent quelque chose pas à nous en tant que nous, personnes bien claires, mais ils demandent quelque chose à l'extérieur, à l'environnement. Ils attendent que l'extérieur leur renvoie quelque chose. Ce n'est pas en termes de personnes, comme dans les demandes des patients névrotiques qui s'adressent à tel ou tel psychanalyste. Là, c'est une attente par rapport à un dehors qui commence un petit peu à s'organiser. Et Geneviève parlait, il cherche un point de rebond, il cherche un point de renvoi. Mais moi, j'appelle ça une demande non pas objectale, parce que pour eux, il n'y a pas encore d'objet suffisamment différencié, mais une demande intransitive, une demande qui se dirige vers l'extérieur sans s'adresser à un objet particulier. Et il faut que nous, on soit capable de l'accueillir, cette demande. Pas en tant que personne, moi, mais un élément de l'environnement qui va faire signe à l'enfant que quelque chose peut revenir sans que ce soit un danger, sans que ce soit une menace. Voilà, c'est toute la formation là, des psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, des pédopsychiatres qui est en jeu, parce qu'il faut accepter, narcissiquement c'est difficile, qu'une petite partie de soi ne fonctionne pas en tant que personne, mais en tant que point de rebond, comme point de renvoi. C'est passionnant, hein, c'est difficile, mais c'est passionnant. Et je pense qu'en tout cas, quand on s'occupe de bébés ou d'enfants autistes ou de patients très archaïques, on a tous le sentiment qu'ils demandent quelque chose, sinon on n'arriverait pas à travailler. Mais ils ne nous le demandent pas encore à nous en tant que nous-mêmes, mais ils le demandent à nous en tant qu'élément d'un environnement plus global. C'est pour moi maintenant, dans mes activités de formation des plus jeunes, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il faut un petit clivage en soi. Il faut une petite partie de soi qui reste bien clairement différenciée pour pouvoir conduire le traitement, puis une petite partie de soi qui accepte un petit peu de se défaire, de se dédifférencier, de se fondre dans l'environnement pour que qu'on puisse renvoyer à l'enfant quelque chose qui ne lui paraît pas trop dangereux. Et puis pour votre deuxième question qui pose toute la question de l'éthique du développement précoce, enfin du dépistage pardon, précoce. Moi, je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure, mais peut-être un peu trop vite. Moi, je crois que quand on commence à percevoir un risque, un diagnostic de risque, moi, je commence à le dire clairement aux parents. Je leur dis, écoutez, manifestement, votre bébé, votre enfant a besoin qu'on s'occupe de lui. Actuellement, et pour les 2, 3 mois, 4 mois qui viennent, je ne sais pas si on peut tout de suite dire qu'est-ce qui se passe. Mais on verra ça un peu plus tard. Et pour l'instant, on peut ensemble se jeter dans la bagarre, c'est-à-dire mobiliser sans dramatiser. Parce qu'il y a des mots qui angoissent plus que d'autres, hein. Et même quand on dit risque autistique, on dit déjà autisme pour certains parents, hein. Moi, je suis très prudent avec ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cet enfant a besoin qu'on s'occupe de lui, et comme on va s'occuper de lui, on verra mieux dans 6 mois ou dans 4 mois de quoi il s'agit. Pour l'instant, tout est ouvert, allons-y. Je crois qu'avec un certain nombre des indicateurs que vous avez dans le programme Prisma, d'ailleurs, Maria-Angela, on peut tout à fait fonctionner comme ça, hein, avant même le traitement proprement dit. Merci. A gente tem mais 10 minutinhos. Temos uma pergunta que a gente pode finalizar o seminário de hoje com essa pergunta, Gold.
Como seria, até você revisitando, essa diferenciação entre o estado, né? Entre a psicose e o autismo? Pergunta que tem feito aqui no chat. Será que haveria? E como é essa diferença desse manejo clínico com as crianças psicóticas e autistas? Alors, écoutez, pour répondre à cette question très importante, en fait, je voudrais vous dire qu'il y a toute une recherche qui a été faite il y a quelque temps, enfin, c'était une recherche rétrospective, donc qui a été faite il y a une dizaine d'années au centre Binet, hein, à Paris, qui est un grand centre très connu. Je le marque là pour tout le monde. Attendez. Non. Voilà. Le centre Alfred Binet, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. C'est l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris. C'est là que travaillait Serge Lebovici il y a très longtemps, hein. Voilà, Centre Binet. Et il y a une recherche qui a été conduite par Bernard Toiti, qui travaille là-bas, et qui a repris sur une dizaine d'années tous les dossiers classés F84 dans la CIM-10. Hein. Les F84, vous savez, c'est, disons, justement les troubles de type autistique, hein, vagues, mais tous ensemble. Et voilà. Et il a classé, il a ensuite, il a étudié les dossiers et il a différencié les enfants F84 typiques autistes et les F84 plus psychotiques et moins autistes au sens classique du terme. Et puis, il a regardé ce que ces enfants étaient devenus, ce qu'on leur avait proposé, les dispositifs de soins et puis leur évolution. Et il a publié tout ça dans la psychiatrie de l'enfant, la revue dont je m'occupe avec Marie-Rose Moreau. Donc, vous pourrez le trouver sur Kern, hein, la revue La psychiatrie de l'enfant. Alors, c'est en français, mais enfin bon, vous pourrez le trouver quand même. Et on s'aperçoit que les programmes de soins qui ont été mis, en fait, très spontanément, hein, les programmes de soins qui ont été mis en place pour les enfants psychotiques et les enfants autistes ne sont pas du tout les mêmes, et le devenir n'est pas le même. Et d'une manière générale, à cette époque-là, je crois que c'était il y a 15-20 ans, ça a été fait sur plusieurs années, mais enfin, elle date d'il y a 15-20 ans ou 10 ans. Le devenir des enfants psychotiques est plus ouvert, à ce moment-là en tout cas, était plus ouvert que le devenir des enfants autistes. Et pour les enfants autistes, ils avaient été, évidemment, on leur avait proposé des programmes multidimensionnels, rééducatifs, comportementaux, pédagogiques, qui n'ont, enfin, je vais un peu trop vite parce que c'est la fin de la conférence, mais qui n'ont aucun intérêt pour les enfants psychotiques au sens traditionnel du terme, qui ont besoin surtout d'un traitement psychothérapeutique intense et d'un accompagnement scolaire, disons. Voilà. Et si on mélange tout le monde et si on propose les mêmes programmes à tout le monde, on passe à côté d'une différence là qui me semble pourtant extrêmement importante. Voilà, et essayez de regarder, il y a plus de détails dans l'article dont je viens de vous parler, enfin c'est un petit résumé. A Daniele Vanderlei e a Karina querem falar? Ouais. Tenemos una pregunta también en el chat. Posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Oui. Ça marche très bien. Eu Então, acho. Opa, desculpa, Daniela, eu acho que você está com atraso, por isso que está ficando estranho, mas pode tentar falar, senão pode escrever no chat. Vamos lá, vamos tá tentar. ok? Tá, eu até escrevi já. Tem lá uma questão que é sobre o autismo leve ou a evolução da criança autista depois de anos de tratamento. Também o que se chama desse mascaramento feminino,
e a dificuldade em perceber os sinais, identificar, né? Travou, Dani. Isso, a conexão dela tá J'ai pas lenta, très bien Camila. compris, j'ai pas très bien compris l'histoire de masque féminin. Ela caiu. Ah, acho que ela caiu. Mas se puder ler, Camila, a pergunta dela, eu vou tentar achar no chat, porque a conexão dela não tá boa. Enquanto isso, vamos escutar a Karina e a gente volta e finaliza com a questão. Daniele, voltou? Je peux pas trop répondre là parce que je vois pas très bien ce qu'elle veut Ah. dire. Eu acho melhor a Então, gente seguir posso isso ler com Karina. uma pergunta do chat? Sim, Sim, tá. Ok, Em, Camilla, vous José Luis, comprenez? Camilla, hola. Camilla, vous m'entendez? Camilla, Tô. j'arrive pas à comprendre la question du Não, masque. agora eu não tô. Peraí, Gols. Attendez, je vais... Oui, Posso- là, je vous écoute. Oui, j'arrive pas à comprendre la question qui parle de masque féminin, de mascade féminin là. On va lui demander encore. Non, Ouais. je ne sais pas. Je vais lui demander, mais en attendant, on va écouter la question de Karina, parce que la Ouais, connexion de Daniel, elle est faible. d'accord, On passe à Karina et après on revient à Daniel, d'accord? d'accord. Karina? ah, Karina, Bueno, en primer lugar, felicitar nuevamente a Bernard por la presentación tan clara, tan rica, tanto en desarrollo histórico como filosófico, como, ¿no? como todos los aportes y diferencias entre lo psicodinámico y en relación a la formación de psiquiatras infantiles. No sé si hay alguno acá de Uruguay, pero hoy en día justamente se quejan mucho que se ha perdido la formación de psicopatología psicodinámica en las nuevas generaciones de psiquiatras. Bueno, y es una lucha que tienen constantemente los psiquiatras acá. Eh, Lucha no solo nuestra, pero bueno, por un lado eso, y por otro lado retomar la pregunta que hace José Luis sobre el concepto de cicatriz pseudoautista, si solo se puede pensar en relación a lo postdepresivo o también podría pensarse después de una situación de intervenciones médicas intrusivas o de dolor físico. Y yo agregaría también, Des traumatismes en général, vous voulez dire, oui. uy, uy, y yo agregaría también en casos de niños, me han llegado varios a la consulta, de 4 o 5 años, que muchas veces vienen diagnosticados como con trastorno de Asperger, hijos de padres con consumo problemático de sustancias, ¿no? Donde se ve los mecanismos autistas como una forma de organizarse frente a un entorno muy inestable. Eso. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je réponds pas à autre chose, je suis parfaitement d'accord. Je crois que la solution de déconstruction de l'objet n'est pas seulement post-dépressive, elle doit être post-traumatique plus large, hein. Je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord avec Karina. Chaque fois, Daniele, quer retornar a sua questão e a gente finaliza? Estão me ouvindo agora? sim, Daniele, mas tem como deixar o vídeo mesmo desativado? Aí a conexão fica melhor, tá bom? Pode seguir com a Bom, pergunta. pode ser. Então, nós temos uma escala de avaliação de autismo que estamos desenvolvendo no Brasil, a escala Labirinto, que foi validada até os 4 anos, de 2 a 4 anos e 11 meses. Estamos agora trabalhando nas outras idades e estamos tendo muitas dificuldades, porque temos aí os casos de autismo leve,
os casos de adultos que se reconhecem, se identificam como autistas, os casos de crianças que passaram por longos tratamentos multidisciplinares, alguns com psicanálise, mas também com terapia ocupacional, fono, Denver, enfim. Então, crianças que evoluíram muito bem. E temos também os casos das mulheres, né? E que tem se falado no mascaramento dos sintomas autistas nas mulheres. Qual é a sua posição em relação a esses sintomas centrais, nesses casos mais leves? Temos também a opinião do Motron, né, que diferencia os traços do autismo prototípico. Você acha que a gente deve manter essa noção só do autismo prototípico ou como pensar o autismo leve e essas condições aí das mulheres, no mascaramento, em relação aos sintomas centrais, sendo que parece que qualitativamente eles não têm uma intensidade tão grande? Era essa a pergunta. Ele convida a nos ajudar nesse trabalho, se puder participar desse trabalho com a Labirinto, seria um prazer. C'est gentil, merci beaucoup. Je connais bien les travaux de Laurent Motron et je regrette toujours que Laurent Motron ne connaisse pas bien les travaux des psychanalystes. Malheureusement, il a une grande agressivité envers la psychanalyse, alors que sur certains points, ses travaux à lui et nos conceptions à nous se rejoignent, hein. Je suis tout à fait. Il insiste beaucoup sur le fait que l'autisme puisse être une façon particulière de penser. Et vous savez qu'il se réfère beaucoup non pas au déficit sensoriel, mais aux hypersensibilités sensorielles douloureuses, notamment au niveau visuel et auditif, hein. Ça rejoint tout à fait des positions que Geneviève Hague avait pu défendre. D'ailleurs, Geneviève Hague s'intéressait beaucoup aux travaux de Laurent Motron. C'est vraiment dommage qu'un dialogue réciproque n'ait pas pu s'installer. Alors, je crois que quand il parle d'autisme léger, en fait, comme ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, il est sur l'idée que la potentialité autistique existe chez tout le monde. Mais la question n'est pas simplement de dire des formes légères ou formes graves, c'est aussi quelles sont les potentialités autistiques, les petits fonctionnements autistiques dans le fonctionnement normal lui-même, et où est-ce qu'on met le cut-off, le curseur, pour savoir à partir de quand ça entrave le développement ou ça n'entrave pas le développement. Alors, les choses sont plus claires pour les formes prototypiques. Ce sont les formes légères qui posent la question de la frontière entre le léger pathologique et le normal. On a encore beaucoup de travail à faire là. C'est tout à fait passionnant. En revanche, je ne suis pas du tout au courant de cette histoire de masquage chez les femmes des symptômes autistiques. Je n'ai pas envie de me lancer dans cette réflexion-là maintenant. Voilà. Bom, Obrigada. vamos finalizando, né? Gostaríamos de agradecer imensamente, Gouze, pela sua exposição. As pessoas estão agradecendo por essa rica palestra. A gente convida também a todos para seguirem a página da CIPA no Instagram, para acessar também o site da CIPA, para entender e acompanhar um pouco, né, a proposta desse trabalho tão importante que estamos agora no movimento de compor essa grande equipe que é a CIPA Latinoamérica. Eu passo a palavra para a Karina, se ela quiser finalizar, e espero encontrá-los numa próxima ocasião dentro da CIPA Latinoamérica. Obrigada, Lembrando Camila. que no dia 25 de novembro vai ter a CIPA, uma jornada na CIPA francesa. Vocês podem visitar a página do Instagram
e acompanhar toda essa dimensão desse trabalho. Sí, esa jornada justamente de la CIPA internacional del 25 de noviembre, entre otras presentaciones, van a estar las colegas de Recife, que trabajan mucho con las familias, y la jornada se llama Las familias y nosotros, una co-construcción de cuidado, presencial y virtual, y pueden averiguar, como decía Camila, en la página web de la CIPA o en el mail admisipa, ahora lo ponemos, @gmail. También los invitamos, como ya los invitó Bernard, al Congreso de la CIPA, que va a ser el 25, 26 y 27 de enero, que es presencial y virtual, con traducción de los trabajos escritos en español y que se llama Hablará o no hablará autismos y lenguajes. Bueno, muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, juste une chose, Sylvie. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup pour les traductrices. Et puis, vive la CIPA latino-américaine. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Obrigada. Chao, chao.